Eh bien moi, je vais te broder une chaîne de contes variés, si seulement tu ne renacles pas à t'entendre raconter comment des humains changent de forme et de condition, puis d'heureux-chefs et à rebours se retransforment en eux-mêmes. C'est un conte à la mode grecque que nous commençons, cher auditeur. Prête bien l'oreille, tu vas te réjouir. Et aux sceptiques, qui lèvera le nez sur mon récit, écoute bien ce que moi, Lucius, j'ai à te dire. Tu t'obstines à ne pas croire? Tu te bouches les oreilles alors que peut-être tout est vrai? Tu n'es pas bien malin. Tu as l'esprit sacrément tordu de penser que ce qu'on n'a jamais vu ni entendu, ou qu'on a simplement du mal à comprendre, est forcément un mensonge, alors qu'il suffit d'y regarder d'un peu près pour voir que ça peut s'expliquer tout seul et même se refaire facilement. Tiens, moi, hier au soir, pour fanfaronner à table, j'ai voulu boulotter d'un coup une bouchée de polenta au fromage 3 fois trop grosse. La pâte molle m'a collé au gosier, s'y est incrustée, a bloqué ma respiration et j'ai failli y rester. N'empêche que tout récemment, à Athènes, devant le portique du Pécile, j'ai vu, avec ces yeux-là, un saltimbanque avalé par la pointe, un sabre de cavalerie affûté comme un rasoir. Et après ça, pour quelques petites pièces de monnaie, le même s'est enfilé jusqu'au fond des boyaux, un grand épieu de chasseur par le bout qui tue. Et alors, un garçon joli comme une fille a escaladé tout du long le bâton dressé pointe en bas, et il s'est mis à y faire des flexions et des torsions, une danse de castrat désossé, et tous ceux qui étaient là ont été pétrifiés d'admiration. Je commence mon histoire. Je me rendis en Thessalie. Je logeais chez un certain Milon, dont on m'avait fourni l'adresse. Voilà la description qu'on me fit de mon hôte. Friqué à mort, riche à crever, ladre à faire peur, crasseux à vomir. Il prête à court terme et à gros intérêts, uniquement sur gage d'or et d'argent. Rouillé d'avarice. Il vit dans un taudis sordide avec sa femme et compagne de misère, et rien qu'une seule petite bonne. Et quand il sort de là, c'est toujours habillé comme un mendiant. Le lendemain de mon arrivée, je pris la direction des bains. Non, sans faire un crochet par le marché aux provisions, où je trouvai sur un étal une pêche miraculeuse. Demandai le prix et l'enlever pour 20 deniers après en avoir refusé 25. Juste à la sortie, je débouche sur Pythias, qui avait fait ses études avec moi à Athènes, au bon vieux temps. Il me reconnaît, m'aborde chaleureusement, me donne l'accolade, me couvre fort civilement de baisers. Mon vieux Lucius! Une éternité qu'on ne s'est pas vu, nom d'Hercule! Depuis qu'on a quitté la classe de Clitius. Mais pourquoi ce voyage? Je te dirai ça plus tard, mais qu'est-ce que c'est que cette escorte? Bravo! Avec ton uniforme, tes valets et tes fouets, tu m'as tout l'air d'un magistrat. Je suis commissaire au ravitaillement et inspecteur municipal des marchés. Si tu veux faire tes courses, à ton entière disposition. Je le remerciai de la tête, ajoutant que j'avais déjà trouvé des poissons à s'en crever la panse. Cependant, Pythias, inspectant mon panier, étalait les poissons pour mieux les expertiser. Puis... Combien tu payais cette camelote? 20 deniers. J'ai dû marchander sec avec le poissonnier. Sitôt, il me prend par la main et d'heureux-chef me ramène au marché. À qui as-tu acheté ce poissail? Je lui montrai un petit vieux assis dans un coin. Aussitôt, de sa plus rude voix de commandement municipal, il aboya vers lui. Alors maintenant, plus personne n'est épargné? Ni les amis, ni les étrangers de passage? C'est à ce prix-là qu'on vend le poisson pourri? On veut ravaler la fleur de la Thessalie au rang d'un désert, d'un caillou à force de renchérir les denrées? Ah, mais ça ne se passera pas comme ça. Je m'en vais voir à t'apprendre comment on punit les margoulins quand c'est moi l'inspecteur. Et renversant mon panier par terre, il ordonna à son valet de piétiner et d'écraser les poissons jusqu'au dernier, sur quoi, satisfait de sa juste sévérité, se tournant vers moi, mon ami Pythias m'invita à me retirer en ces termes. Ça me suffit, Lucius. Le vieux a été bien humilié. Complètement ahuri,
Hébété, privé à la fois du dîner et de l'argent du dîner grâce à l'énergique jurisprudence de mon savant condisciple, je repris le chemin des bains. Sur ces entrefaites, je rencontre une vieille dame qui s'avère être la sage-femme qui m'a mise au monde. Elle me prend à part et me dit... Mon cher Lucius, je t'aime tendrement. Je voudrais te protéger de tous les dangers et je suis horriblement inquiète pour toi. Méfie-toi de cette Pamphilée qui est mariée avec ce Milon chez qui tu m'as dit que tu habites. Méfie-toi surtout bien fort de ses enchantements maléfiques et de ses pratiques magiques criminelles. Il paraît que c'est une sorcière de haut rang. Elle enseigne à déposer des malédictions dans les tombes. Elle sait faire dégringoler la lumière des étoiles jusqu'au fin fond du Tartare et l'engloutir dans le chaos primordial, rien qu'en soufflant sur des baguettes, des cailloux et des amulettes. Quand elle repère un joli garçon qui lui tape dans l'œil, elle s'entiche de sa beauté. Elle ne pense plus qu'à ça. Elle le flatte, le prend à ses filets, envahit son esprit. L'amour, toujours, la chaîne aux pieds à perpétuité. Le mauvais sujet qui récalcitre, le vaurien qui la dédaigne, elle le change en pierre, en volaille ou en bestiau, ou alors elle l'assassine carrément. C'est de ça que j'ai peur pour toi. Fais-y bien attention. Elle est perpétuellement en chaleur. Tu es jeune et mignon. Tu es son type, tu seras sa proie. Elle avait parlé d'un ton chargé d'angoisse. Mais moi, une fois de plus trop curieux, à peine entendu la formule si longtemps convoitée « pratique magique », j'eus si peu envie de me précautionner contre cette Pamphilée que tout au contraire, j'eusse fait des pieds et des mains, payé le prix fort pour recevoir les leçons d'une telle maîtresse, prêt à piquer hardiment une tête dans le gouffre infernal, si bien que, saisi de délire, je me dégageai brusquement de sa main comme d'une menotte, lâchai un salut hâtif et volai prestement au logis de Milon. Tout en me hâtant comme un démon, je me raisonnais in petto. Attention, Lucius, de la vigilance, surveille-toi! Tu tiens l'occasion tant attendue de réaliser le rêve de ta vie et de te farcir la tête d'aventures fantastiques. Oublie tes craintes de gamin, empoigne l'affaire hardiment, à bras-le-corps, mais ne te laisse surtout pas piéger dans un collage avec ton hôtesse. Respecte religieusement la couche nuptiale du loyal Milon. Quelques jours plus tard, au moment de me rendre à un banquet où j'avais été invité par mon accoucheuse, je fus prise à part par la servante de Milon qui me dit « Attention à toi. Prends bien garde de ne pas rentrer trop tard de ton dîner. Il y a une bande de jeunes fous furieux d'excellentes familles qui ravagent la tranquillité publique. On ramasse un peu partout des cadavres de gens assassinés en pleine rue. Et les gendarmes du gouvernement sont trop loin pour délivrer la ville de cette calamité. Comme tu es cousu d'or et qu'un étranger sait moins que rien, tu pourrais bien tomber dans une embuscade. »« Pas de souci, lui répondis-je. Pour que tu n'aies pas le temps d'avoir peur, je rentrerai tôt. Et puis, je ne serai pas seul. Avec d'un côté, moi, et de l'autre, ma bonne vieille dague à ma ceinture, j'aurai tout ce qu'il faut pour assurer mes arrières. » Et ainsi équipé, j'allai à mon dîner où se pressait une foule de convives. Vers la fin de la soirée, les invités réclamant qu'on porte un toast au dieu rire, on m'en expliqua la raison. C'est demain la fête annuelle du très révérend dieu rire. Elle remonte au temps où la ville était au berceau. Nous sommes les seuls au monde à la célébrer. Pour se le rendre propice, le rire veut qu'on rie bien fort et de bon cœur. Plaise au Dieu que ta présence renforce encore l'efficace de sa grâce et que ton humour t'inspire en son honneur une farce joyeuse par laquelle notre hommage agréera de plus fort à sa céleste toute-puissance. Bon, lui répondis-je, à tes ordres, ce sera fait par Hercule. Je veux trouver une si bonne idée de blague que même un si grand Dieu s'y laisse piéger à fond. Après quoi, rappelé par mon valet à l'ordre et aux réalités, la nuit étant au plein et moi l'étant devant, je me lève d'un coup, me mets en marche en titubant et cherche à retrouver le chemin de la maison.
Malheureusement, arrivés au premier coin de rue, un coup de vent éteint la lampe qui nous éclairait, si bien que brusquement plongés dans le noir, nous eûmes le plus grand mal à nous en débrouiller et à arriver chez notre hôte, épuisés et les doigts de pied esquintés par les cailloux. Marchant côte à côte et quasi arrivés, nous tombons sur toi, gaillard, dûment membré, en train de foncer à toute force pour enfoncer la porte, et si peu gêné de nous voir arriver que bien au contraire, il redouble de violence et rivalise d'insolence, si bien qu'il nous parut évident, surtout à moi, que c'étaient des brigands et de l'espèce la plus féroce. Du coup, je tire de suite de sous mon vêtement la dague que j'y avais cachée pour ces occasions, pique sans hésiter au milieu des brigands et l'enfonce jusqu'à la garde partout où je trouve face à moi quelqu'un qui veut se battre, jusqu'à ce qu'enfin, l'un après l'autre, criblés et perforés de blessures, ils rendent leur dernier souffle à mes pieds. Sortant de ce combat, je me coulai suant et soufflant par la porte ouverte, et aussitôt je m'effondrai dans mon lit et dans le sommeil. À peine l'aurore eut-elle lancé sur la carrière céleste ses chevaux caparaçonnés de pourpre médaille, à peine la nuit finie, À peine arraché à l'insouciance du sommeil et rendu au jour, mon exploit de la veille me revenant à l'esprit, une agitation fiévreuse me saisit. Installé sur mon grabat, accroupi, les pieds repliés, mes mains jointes entrecroisant leurs doigts sur mes genoux, pleurant à chaudes larmes, je me représentais par le menu, le tribunal, les débats, le verdict, et pour finir, le bourreau en personne. Soucié de l'assassinat de 3 citoyens, ruisselant de leur sang tout frais, comment pourrais-je tomber sur un juge assez bon enfant, assez indulgent pour me déclarer innocent? Tandis que je tournais et retournais ces supputations dans ma tête et lamentais mes destinées. on heurta aux portes, et leurs battants vibrèrent de la clameur d'une foule. On ouvrit aussitôt. Les magistrats apparurent en grand arroi, accompagnés de leurs serviteurs et suivis d'une foule bigarrée. Sur un ordre, 2 licteurs me mirent la main au collet et m'appréhendèrent sans, bien sûr, que je résistasse. À peine étions-nous dans la venelle que toute la ville se mettait à nous suivre. Et quoique j'allasse tristement, la tête déjà courbée à terre et même bien plus bas, vers le fin fond des enfers, je constatai tout de même, coulant un œil oblique, un phénomène suprêmement étonnant. Sur les milliers de gens circulant autour de nous, il n'y en avait absolument pas un qui ne crevât de rire. Après avoir été mené de place en place par toute la ville, je fus promené d'un angle à l'autre tout autour du forum, puis conduit sur l'estrade du tribunal. Les magistrats s'installèrent sur la tribune supérieure, et le héros cria au public de faire silence. Mais d'un coup, la foule clama d'une seule voix qu'il y avait trop de monde, trop de presse, que c'était dangereux, qu'un procès aussi important devait être jugé au théâtre. Incontinent, un public accourut de toutes parts, emplit avec une étonnante célérité l'enclos des gradins, les entrées et même l'entière surface du toit. On s'y bourrait, on s'y entassait au plus dru, on en voyait enlaçant les colonnes par grappes, appendus aux statues, on en devinait des groupes à travers les fenêtres et les trous des plafonds, tous étonnamment si empressés de voir le spectacle qu'ils ne se souciaient aucunement de leur sécurité. Les appariteurs publics me tirèrent, telle une bête à immoler, par le travers de l'avant-scène, puis me placèrent au milieu de l'orchestre, après quoi un vieil accusateur se dressa derrière moi et s'adressa au peuple en ces termes. Très respectable citoyen, l'affaire qui vous est déférée aujourd'hui n'est pas mince. Elle touche au premier chef à la paix de la cité tout entière. Elle appelle une sentence sérieuse et exemplaire. Il importe, en conséquence, au plus haut point, que vous tous et chacun de vous pourvoyez à ne pas laisser sans châtiment la boucherie, le cruel carnage que celui-ci a perpétré. Ne croyez pas ma sévérité dictée par une haine privée. Je suis préfet de la garde nocturne,
et je ne sache pas qu'à ce jour, un seul noctambule ait pu mettre en doute ma conscience professionnelle. Je vais vous exposer en toute bonne foi l'affaire elle-même et ce qui est arrivé cette nuit. Donc, j'arpentais minutieusement et méticuleusement le pourtour de la ville, d'une porte à l'autre, quand j'aperçus ce jeune assoiffé de sang, une épée à la main, qui travaillait à tout massacrer autour de lui, et devant les pieds du dit, déjà 3 victimes de sa furie palpitante, baignées d'une mare de sang, et les corps respirant encore. Cependant, le susdit, profitant des ténèbres pour s'enfuir, se glissa dans une maison et ainsi soustrait à mes investigations, si tant caché toute la nuit. Mais la providence divine voulut que je l'appréhende avant qu'il ne s'évade par les voies clandestines et le conduise à l'audience de votre très haute juridiction. Voilà, par conséquent, un accusé souillé de nombreux meurtres, un accusé pris publiquement sur le fait, un accusé étranger. Jugez donc fermement cet homme qui n'est pas de chez nous pour ce crime dont vous puniriez sans pitié même un de vos concitoyens. Ayant ainsi requis, mon fougueux accusateur mit une sourdine à son redoutable organe. Aussitôt, le héros m'invita à répondre, si j'avais quelque chose à dire. Mais moi, à ce moment-là, je ne pouvais rien faire que de pleurer, épatant fichtre, en considération de la férocité du réquisitoire, que mu par mon lamentable remords. Enfin, enhardi d'une inspiration divine, je répondis ceci. Je n'ignore pas plus qu'un autre combien, face à 3 cadavres de citoyens exposés, il peut être ardu pour celui qui est convaincu des meurtres de parvenir néanmoins à persuader une aussi nombreuse assemblée de le déclarer non coupable. Mais il me suffira d'obtenir de la bienveillance générale un bref instant d'attention pour vous démontrer sans difficulté que je ne mérite nullement la peine capitale et que c'est à tort qu'on m'impute à crime des meurtres non intentionnels, résultat accidentel d'une réaction légitime. Alors voilà, je m'en revenais d'un dîner en ville.